Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'Assemblée nationale. Je suis Gabrielle Catala, députée du Val-d'Oise et je suis ravie que nous ayons aujourd'hui l'honneur d'accueillir monsieur Rachid Ralidi, qui est un des plus grands historiens palestino-américains, un des plus grands historiens du Moyen-Orient et un grand spécialiste de la Palestine parmi nous aujourd'hui. Et donc il nous fait l'honneur de faire une étape à l'Assemblée nationale avant de donner diverses conférences ailleurs à Paris cette semaine. Rachid Ralidi, c'est un homme qui a succédé à Édouard Saïd à la tête de la chaire que détenait ce dernier qui porte son nom à Columbia, puisqu'Édouard Saïd est malheureusement décédé en 2003. Rachid a été pendant 20 ans l'éditeur de Journal of Palestinian Studies et il a écrit divers livres qui ont été traduits en français. D'autres noms, donc je vous rappelle ces ouvrages qui ont été traduits en français. L'identité palestinienne, la construction d'une conscience nationale moderne, c'est un livre de 2003. L'Empire aveuglé, les États-Unis et le Moyen-Orient. Palestine, histoire d'un État introuvable. Son ouvrage le plus célèbre a été traduit que récemment en français, puisqu'il était sorti en 2020 aux États-Unis, et c'est le livre dont nous allons discuter aujourd'hui, 100 ans de guerre contre la Palestine, une histoire de colonisation et de résistance. Malheureusement, nous sommes à l'Assemblée nationale, il est donc interdit de vendre des livres. Et donc, si vous l'avez amené pour qu'il puisse vous le dédicacer à la fin de cette session, vous pourrez lui présenter, mais nous n'avons pas le droit d'organiser une quelconque vente dans cette salle. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce livre a été, c'est le hasard, je pense, ce livre a été traduit en français au même moment où France Télévisions a sorti cette série en 3 épisodes sur l'histoire de la Palestine. Une série relativement surprenante quand on voit comment est traitée la question palestinienne à la télévision française, bien qu'elle comporte de nombreux défauts à notre humble avis. Et dans cette série, on voit l'arrière-grand-oncle de monsieur Rachid Ralidi, ou plutôt l'arrière-arrière-grand-oncle, qui s'appelait, je ne veux pas mal le prononcer, Youssouf Dia al-Din Pacha al-Khalidi, qui était un intellectuel palestinien, j'ai peut-être mal prononcé, érudit, un homme qui parlait couramment arabe, anglais, français, et qui était un député de Jérusalem et qui a aussi été maire de Jérusalem. Voilà, donc on voit que la Palestine avait une grande histoire avant qu'on considère, ou que des sionistes plutôt considèrent qu'il s'agissait d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et cet homme, monsieur al-Khalidi, donc qui était l'arrière-arrière-grand-oncle de Rachid Ralidi ici présent, a été un des premiers Palestiniens à écrire, ou la première figure palestinienne à écrire à Theodor Herzl, le fondateur du mouvement sioniste. Theodor Herzl, il faut savoir qu'il était allé une seule fois en Palestine en 1899 pour faire coïncider cette visite avec l'empereur allemand Wilhelm II. Et il avait écrit juste avant dans son journal « Nous devons exproprier en douceur les propriétés privées dans les terres qui nous ont été attribuées. Nous devons essayer d'en faire passer discrètement la population pauvre de l'autre côté de la frontière en lui procurant du travail dans les pays de transit, mais en lui refusant tout emploi dans notre propre pays. La population possédante se ralliera à nous. Le processus d'expropriation, tout comme l'éviction des pauvres, doit être mené avec délicatesse et précaution. » Et donc Youssouf Dia, qui lisait la presse européenne de cette époque et qui parlait plusieurs langues, avait bien compris que le mouvement sioniste était un mouvement colonial et que ce qui allait se produire, c'était évidemment l'expropriation du peuple autochtone, à savoir le peuple palestinien, l'expropriation de sa terre, la dépossession, parce qu'il était clair dès le début que le mouvement sioniste défendu et fondé par M. Herzl voulait établir un État souverain juif sur la terre de la Palestine. Et donc, M. Dia a écrit une lettre à Theodor Herzl en français, dont certains extraits ont circulé, d'autres non. Et il rappelait à M. Herzl qu'il estimait en tant qu'homme écrivain de talent et en tant que véritable patriote juif. Il rappelait qu'il respectait les juifs et qu'il respectait toutes les religions et qu'il considérait les juifs comme des cousins. Mais il mettait Herzl aussi en garde
parce qu'il existait déjà un peuple sur cette terre, le peuple palestinien, qui n'accepterait pas d'être supplanté. Et donc, il lui disait, la Palestine fait partie intégrante de l'Empire ottoman, et plus grave encore, elle est habitée par d'autres. Au nom de Dieu, qu'on laisse la Palestine tranquille. Donc ça, c'est Youssouf Dia qui écrit à Theodor Herzl. Et Herzl a répondu, et il s'agit là aussi de la première réponse du fondateur du sionisme à une éminente figure palestinienne. On voit dans la réponse, mais peut-être que Rachid reviendra là-dessus, à la fois la mauvaise compréhension, le fait d'ignorer que la Palestine soit déjà habitée par un peuple, et le mépris des Européens pour les habitants de ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Et il y avait aussi évidemment les arguments coloniaux classiques qui étaient utilisés, à savoir que l'immigration juive serait bénéfique aux peuples autochtones déjà sur place, qui est un argument largement utilisé également par la France et par tous les pays qui ont eu des empires coloniaux. Et donc on peut dire que depuis 1899, un éminent intellectuel palestinien avait vu juste et avait compris ce qui allait se passer sur la terre de Palestine. Et ça me permet de vous poser la première question, puisque votre livre s'ouvre sur c'est votre introduction qui explique tout ça, qui rappelle l'histoire de cette lettre à Theodor Herzl. Depuis plus d'un siècle, pouvez-vous donc nous rappeler quelles ont été les différentes étapes de ce nettoyage ethnique continu en Palestine, par quoi il s'est manifesté? Est-ce que vous pouvez rappeler qu'il a commencé finalement avant la Nakba de 1948, avant de franchir un seuil de cruauté, bien sûr, avec le génocide à Gaza et avec la colonisation qui s'est accélérée en Cisjordanie, pour qu'on puisse avoir un rappel de tout ce qu'a pu faire le mouvement sioniste, l'Empire britannique, bien sûr, et ensuite l'État d'Israël. Merci bien pour ces questions. 2-3 questions. Et bonjour à tout le monde. Merci de m'inviter. Merci d'assister. Le nettoyage ethnique, le vrai nettoyage ethnique, bien sûr, a été pratiqué en 1948, durant la Nakba. Mais comme l'extrait que vous avez lu démontre, dès le commencement, l'idée de dépeuplement de Palestine et repeuplement de Palestine avec des nouveaux venus juifs était dans la pensée sioniste de Herzl, de Weizmann, de Ben Gurion. Et si on lit leurs lettres, si on lit tous les récits qu'ils ont laissés, c'est clair que ça devenait être un État juif avec une majorité juive dans un pays arabe. Et donc, il faut finir avec les Arabes. Herzl a parlé de le faire délicatement, comme vous avez lu. Enfin, c'était clair aux dirigeants sionistes et aux Anglais, il faut ajouter, dès leur arrivée en Palestine en 1917, que ça ne pouvait pas se passer délicatement et qu'il faut utiliser la force. Et c'est pourquoi on a battu des grandes milices paramilitaires qui ont été armées et entraînées et encadrées par les Anglais durant la grande révolte de 1936-1939 en Palestine. Et on peut parler de la commencement du nettoyage ethnique, même durant cette grande révolte. On a détruit des dizaines de villages. On a fait des réfugiés, même en 1936, 1937, 1938, 1939. C'était l'armée anglaise. Ce n'étaient pas les paramilitaires, étaient des auxiliaires. Ils travaillaient avec. Mais c'était les Anglais qui ont commencé avec ça. Et on trouve dans les documents britanniques la même compréhension du fait qu'on ne pouvait pas faire un État juif dans un pays arabe si on ne finit pas avec les Arabes. Donc, ce n'était pas un État arabo-juif qu'on voulait faire. On voulait faire un État juif. Pour faire ça, il faut se débarrasser des autochtones. Et c'est ce qui s'est passé dans plus que 400 villages. Et les deux plus grandes agglomérations urbaines arabes à l'époque, Jaffa et Haïfa, où on a chassé 70 000
à Jaffa et le même nombre à Haïfa, avec des massacres, avec des bombardements, avec les moyens qu'on utilise pour le nettoyage ethnique. Et ça, c'était ce qui devenait l'armée israélienne, entraînée, encadrée, armée par les Anglais au commencement. C'était une entreprise qui était liée, dans laquelle les deux étaient liés. Et ça a continué jusqu'à maintenant. On voit des guerres menées par Israël, par l'argent américain, avec des vétos au Conseil de sécurité, et avec des armements américains. Ce n'est pas une guerre israélienne à Gaza, c'est une guerre israélo-américaine. Donc, ce qu'a commencé en 1917 avec les Britanniques a continué et continue jusqu'à maintenant avec les Américains. Et ça me permet de rebondir, parce que vous évoquez donc les Américains, qui sont évidemment les complices numéro un. On le voit bien sûr, eu égard au budget des États-Unis qui est octroyé directement à Israël et bien sûr à toutes les armes qui sont livrées. Récemment, vous avez effectivement parlé dans un interview, comme vous venez de le faire maintenant, que les vétos sont américains, que les bombes d'une tonne sont américaines, mais vous parlez aussi de l'Europe, puisque les chars qui sont utilisés à Gaza sont évidemment des chars fabriqués en Allemagne, il me semble. Les moteurs des chars. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est plus précisément la complicité de la France, puisque la France, même si elle le nie, livre des armes à Israël, soi-disant des armes, des composants uniquement défensifs, à croire qu'ils seraient inoffensifs. Et il a été démontré récemment que depuis 2023, fin 2023, 525 livraisons de composants militaires, de matériel militaire avaient été effectuées via Roissy, l'aéroport de Roissy ou certains ports français. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette complicité de la France et du reste de l'Union européenne? Oui, si on accepte le fait, ce qui a été accepté par tous les dirigeants sionistes au commencement, qu'Israël est un fait colonial, il faut trouver la métropole. Le sionisme diffère de tous les autres colonisations de peuplement, ont beaucoup de respect. Je peux les énumérer si on veut savoir. C'est un mouvement national au commencement. Normalement, colonies de peuplement sont des extensions de la souveraineté et du peuple d'un autre pays. La France a envoyé des Français pour exercer la souveraineté française sur l'Algérie. Les Anglais ont envoyé des Anglais en Irlande pour exercer la souveraineté du roi d'Angleterre en 1169. Ça a commencé avec les Irlandais. Ça, c'est le colonialisme de peuplement traditionnel. Sionisme, c'est un mouvement national au commencement. C'est un mouvement pour secouer les gens persécutés en Europe. Et il y a une connexion entre le judaïsme et la Palestine, bien sûr. Donc, c'est différent de ce qui s'est passé à Québec avec les Français, en Afrique du Sud avec les Boers. Mais, en fin de compte, c'est un projet colonial. Et ce qui a été reconnu par tous les dirigeants, maintenant on dit non, on ne peut pas dire colonial, fait colonial. Maxime Rodinson l'a dit en 67, hein. C'est pas nouveau qu'on dit ça. Et il avait raison, bien sûr. Et Jabotinsky, le père idéologique de M. Netanyahou, l'a dit franchement. Nous sommes un projet colonial. Il faut un mur de fer, etc. Et donc, le métropole, c'était au commencement en Europe. C'était les Anglais. Mais c'est aussi la France qui a voté dans la Ligue des Nations pour appuyer la déclaration de Balfour et le mandat en Palestine. Et dans les années 50, c'était la France aussi, avec leur appui à créer la bombe israélienne nucléaire, avec leur appui à Israël avec les Anglais dans la guerre de Suez en 1956. Et ça continue d'être l'Europe avec les États-Unis. Bien sûr, les États-Unis sont les grands parents, mais l'Europe joue son rôle.
Premièrement, avec les armements. Les moteurs des Merkava. Les Merkava sont construits en Israël, mais avec des moteurs d'Allemagne ou des États-Unis. Les avions sont construits parfois aux États-Unis, mais avec des pièces de réchange qui viennent de l'Angleterre, de l'Hollande, etc., etc. Donc l'Europe joue son rôle, et entre bien sûr la France. Et surtout en ignorant la loi internationale. Occupation de terre pour des dizaines d'années sans rien faire, mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'accepte pas la loi internationale en Palestine, mais on dit à Ukraine, oui, il faut, c'est agression, etc. Donc il y a deux mesures pour l'Europe. Et l'appui de l'Europe est absolument essentiel à Israël, moins bien sûr que l'appui des États-Unis, mais essentiel. Donc l'Europe a une responsabilité là-bas. La France, entre tous les autres pays, peut-être la première. Quel parallèle justement vous faites entre ce qu'a pu perpétrer l'empire colonial français en Algérie ou dans d'autres pays d'Afrique ou en Asie du Sud-Est et la politique coloniale israélienne? Il y a beaucoup de parallèles, bien sûr, entre les colonies de peuplement, un mépris pour les autochtones, par exemple, des droits qui diffèrent. On voyait en Algérie qu'il y avait peu d'Algériens qui avaient la citoyenneté française et qui pouvaient jouer un rôle politique, bien que la plupart étaient mis à côté. C'est la même chose en Palestine. La moitié des Palestiniens sous le contrôle israélien n'ont pas un voix. Ceux à Gaza et ceux en Cisjordanie, dont la vie est totalement contrôlée par Israël depuis 1967. Donc, c'est un peu comme l'esclavage aux États-Unis. On parlait de démocratie aux États-Unis. C'était une colonie de peuplement envers la population autochtone. Mais durant l'époque d'esclavage, les Noirs n'avaient pas de voix, ni de vote. Donc il y a des parallèles avec l'Algérie, avec d'autres pays, mais il y a des grandes différences. Comme j'ai dit, le mouvement sioniste était au commencement un mouvement national. C'était une idée nationale. Et le lettre de mon arrière-grand-oncle reconnaît ça. Il dit que l'idée de sionisme comme idée, ce n'est pas un problème. C'est où vous allez implémenter cette idée qui est un problème. Donc, ça c'est différent. Les Français qui sont allés à Québec, 17e, c'était des citoyens de France, des sujets du roi, qui n'avaient pas une idée de créer un État québécois indépendant. Je ne parle pas de maintenant, je parle il y a 300 ans. Et c'était la même chose pour la plupart, presque tous les autres colonies de peuplement. Le problème en Palestine, c'est que maintenant, on a deux peuples. Et il faut admettre qu'il y a des colonies de peuplement qui créent des peuples, et ou les États-Unis. Les États-Unis, c'est un fait colonial. Le Canada, Australie. Mais il y a un peuple australien maintenant. Il y a un peuple nouvelle-zélandaise, etc. Il y a un peuple israélien. Donc, c'est pas comme, par exemple, l'Algérie. C'est pas comme beaucoup d'autres colonies de peuplement. Et si je ne trahis pas un secret, vous travaillez actuellement à un ouvrage qui compare la situation coloniale en Palestine et en Irlande, qui a été colonisée par l'Angleterre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Pourquoi vous vous êtes intéressé particulièrement à la situation irlandaise et pourquoi ça vous paraît être une situation qui est davantage comparable à celle de la Palestine? C'était la chance que j'étais en Irlande avant que ce livre-là s'apparaisse en anglais. J'étais en train de le finir. Et j'ai commencé à parler avec des experts irlandais sur l'histoire d'Irlande. Et j'ai constaté, mais il y a des parallèles. C'était la première colonie de peuplement des Anglais. Et nous étions, avec le sionisme, la dernière. Et je commençais à étudier un petit peu l'Irlande. Et j'ai trouvé que
Ce que les Anglais faisaient en Irlande, l'Irlande, c'était le laboratoire pour le colonialisme de peuplement des Anglais. Partout. L'Inde était un autre laboratoire pour un autre genre de colonialisme. Et j'ai commencé à étudier ce qu'ont fait les Anglais, surtout dans la fin du 19e et en Irlande, pour réprimer la grande guerre d'indépendance entre 1919 et 1921. Et j'ai trouvé que les mêmes méthodes de counter-insurgency, de guerre contre l'insurrection, les mêmes lois et les mêmes personnels ont été employés contre les Irlandais durant leur guerre d'indépendance et ils ont été envoyés en Palestine. Le général qui commandait la police anglaise britannique à Dublin a été envoyé à Palestine comme chef de la gendarmerie de Palestine. Les policières, ils étaient des gendarmes, ils étaient armés du Royal Irish Constabulary, ont été envoyés en masse en Palestine pour faire la gendarmerie. Et les méthodes qui ont été utilisées par les Anglais en Irlande, surtout les attaques contre les populations civiles, surtout les attaques contre la base économique d'une population qui résiste, ont été employées en Palestine. Après, pas les mêmes gens, les mêmes généraux parfois, les mêmes officiels et les mêmes policiers, les mêmes. Et ils étaient parfois des Anglo-Irlandais. General Montgomery était commandant à Cork en Irlande, il devenait commandant de division en 1937 en Palestine, etc. Et pas seulement ça, c'est pas seulement qu'il y a des parallèles entre l'Irlande et la Palestine, mais les Anglais ont enseigné aux miliciens du Haganah et du Palmach qui ont été enrôlés, on dit ça, enrolled? Non. Ils sont devenus ça, oui, ils les ont, je ne sais pas le mot, dans une police auxiliaire, 40 000. Entre 35 gens qui sont devenus des généraux israéliens. Moshe Dayan a été entraîné par les Anglais. Yigal Allon a été entraîné par les Anglais. Yigal Yadin, le premier chef d'état-major de l'armée israélienne, etc., etc. Les méthodes qu'ont utilisées les Anglais d'attaque contre les populations civiles et qui étaient enseignées dans les académies militaires d'Angleterre et dans les académies d'état-major en Angleterre ont été enseignées à ces paramilitaires sionistes qui sont devenus des généraux. Et si on lit l'histoire de l'armée israélienne, ils disent, oui, le général Wingate, c'est le père de la doctrine militaire israélien, ce qui est vrai. Donc, ces méthodes-là, d'attaquer la population civile, d'attaquer à la base économique de ces populations-là, qui sont des méthodes coloniales britanniques, ont été empruntées, merci bien, aux gens qui devenaient les généraux de l'armée israélienne. Donc, quand on parle de ce que fait Israël, ce n'est pas seulement le système légal. Il y a 3000 détenus administratifs sous une loi qui vient de l'Irlande. C'est Balfour, quand il était chef secrétaire, c'est-à-dire le régent, la personne qui gérait le gouvernement irlandais, qui a commencé dans les années 1880 avec des lois comme ça. Et en fin de compte, les Anglais, en 1945, en Palestine, ont passé ce qui s'appelle Emergency Regulations. Et c'est sur la base de cette loi qui n'a pas changé quand Israël est né, qu'on détient 3000, je ne sais pas combien, détenus administratifs. C'est ce qu'ont fait les Israéliens, les Anglais en Irlande, c'est ce qu'ils ont fait en Palestine. Mon oncle a été détenu, 2 de mes oncles, un aux Seychelles, les îles Seychelles, et un à Sarafand, dans un camp militaire. Donc, c'est le même système légal aussi. Et cette situation coloniale qui
qui perdure en Israël, elle vous rend aujourd'hui, qui perdure en Palestine, elle vous rend aujourd'hui très critique d'une solution que, si je ne me trompe pas, vous avez défendue par le passé, la solution à 2 États, parce que vous aviez fait partie dans les années 90 de ces émissaires chargés de négocier aux États-Unis avec les gouvernements israéliens et l'autorité palestinienne. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la solution à 2 États, qui paraît extrêmement difficile et qui est de plus en plus perçue, en tout cas dans les milieux informés, comme on dit, comme une solution historiquement coloniale qui est très défavorable aux Palestiniens? Oui, c'est vrai. De 1991 jusqu'en 1993, j'ai été conseiller à la délégation palestinienne qui négociait avec les Israéliens à Madrid et puis à Washington. Et on travaillait pour la création d'un État palestinien côté à côté avec Israël. Et on pensait dans cette délégation, et l'OLP qui nous a envoyé pensait à cette époque-là que c'était possible. Mais il faut constater, à cette époque-là, il y avait 100 000 colons. Il y a 800 000, excusez-moi. Il y avait 100 000, il y a maintenant 800 000. À cette époque-là, Israël contrôlait à peu près 8-10% de la territoire de Cisjordanie et moins de la territoire de la bande de Gaza. Maintenant, il contrôle 70% à peu près de la Cisjordanie et presque la moitié contrôle militaire de la bande de Gaza. Donc, pour quelqu'un qui me dit maintenant 2 États, je leur dis où? Ils n'ont pas seulement arraché ces terres, ils les ont colonisées en Cisjordanie. On va arracher 800 000 citoyens israéliens influents dans leur système politique de leur maison. C'est impossible. C'est incroyable. Mais si quelqu'un veut un tel État, qu'il me dit comment finir avec l'occupation, comment finir avec les lois racistes, comment finir avec la colonisation de peuplement, comment finir avec le contrôle israélien sur tout, presque tout qui se passe en Palestine. Entrer, il faut passer par les Israéliens. Importer, il faut passer par... Se registrer dans le registre de population, il faut passer par les Israéliens. Voler, aller à la pêche, tout est contrôlé. Il faut démanteler cette structure coloniale avant de parler de 2 États, un État, pas d'État. Ça, on ne parle pas de ça. Et ça doit être la base d'une solution. Il doit avoir une telle solution, doit être basée sur l'égalité totale des individus et des groupes. Il y a un groupe national israélien et un groupe national palestinien. Mais les 2 groupes doivent avoir les mêmes droits. Qu'on me dit comment on peut avoir une telle situation avec 2 États dans lesquels il y a 800 000 colons dans la Cisjordanie, et je peux parler de ça, mais c'est impossible maintenant, je crois. Et donc, quels sont vos espoirs pour l'avenir, c'est-à-dire dans un siècle, comment vous imaginez la situation? Qu'est-ce qui permettrait, selon vous, de sortir de cette situation-là, au-delà de finalement un changement politique aux États-Unis qui entraînerait potentiellement un changement politique en Israël? Je crois que vous m'avez donné la réponse. Ce qu'on constate aux États-Unis, c'est un changement historique dans l'opinion publique. Depuis Woodrow Wilson, la vaste majorité des Américains étaient sympathiques à l'idée sioniste pour des raisons religieuses, pour des raisons de conviction, pour des raisons d'antisémitisme. On ne les veut pas ici, qu'on les chasse là-bas. Et ça c'est un facteur très important dans l'appui au sionisme aux États-Unis et en Europe. Pas seulement
qu'on veut que les Juifs ont un pays, pas seulement qu'on veut qu'il y ait un refuge pour les persécutés d'Europe, pas seulement les connexions religieuses, mais aussi l'antisémitisme. Et c'est même Herzl qui l'a dit. Les antisémites seront nos meilleurs alliés. Ils veulent en finir avec nous et on veut partir. Donc, et ce qui se passe aux États-Unis durant les 5, 6, 7, 8 années dernières, c'est historique. Il y a un changement de base, surtout chez les jeunes. Surtout chez les jeunes. Mais dans tous les camps politiques, on voit ça chez les républicains, comme pas au même niveau que chez les démocrates et les indépendants, mais on voit ça chez toutes les couches de la population, surtout les jeunes. Et si on accepte que ça c'est la métropole, un changement dans la métropole, en fin de compte, va changer la politique. Pas immédiatement. Ça prend du temps, il faut du travail, parce que les élus ils sont pas jeunes, pas tous les élus. Vous en avez des jeunes, et on a des jeunes aux États-Unis. Pour la plupart, quand on voit les dirigeants des partis, 80, 79, 89, etc., ils sont vieux et vieilles, pour la plupart vieux. Ces gens-là ne vont pas changer. Mais les jeunes ont changé, et on voit le changement dans les deux partis, surtout chez les démocrates. En fin de compte, ça va changer le don. Ça doit changer le don. Parce que sans cet appui, Israël ne peut rien faire. S'il y a un Conseil de sécurité qui vote à l'unanimité contre un acte israélien, ce qui s'est passé dans les années 50 et 60 parfois, fini. Si on n'a pas les F-35, si on n'a pas les bombes de 2000 livres, etc., ils ne peuvent rien faire. Donc, ça va prendre du temps. On peut rentrer à la guerre à Vietnam, qui était moins compliquée, même, que cette situation. Le peuple a tourné contre la guerre fin des années 60. Les Américains ne sont pas retirés de Vietnam jusqu'à 75. Il prend du temps, il faut du temps. Et il faut du travail. Et il faut casser ce mur de lâcheté. Il faut parler avec courage des réalités. Ce que les jeunes font, ils ont vu le génocide sur leur appareil. Ils l'ont vu. Le télé ne montre pas. Les grands journaux aux États-Unis sont sur complicité, lâcheté. Ils sont complices dans un génocide. The New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, tous. Mais les jeunes ne lisent pas le New York Times, ne voient pas CNN, alhamdulillah. Et ils ont compris. Et tôt ou tard, ces gens-là vont peser dans la politique et forcer les politiques, les vieux et les vieilles, à changer le cas. Mais ça va prendre du temps et il faut du travail et il faut de l'honnêteté. Et il faut finir avec l'hypocrisie. Puisque vous avez évoqué les jeunes, vous avez quitté Columbia, puisque vous avez exprimé des désaccords avec la direction de l'université et vous avez soutenu les mouvements étudiants dans cette université-là. Est-ce qu'ils ont eu un impact sur l'opinion publique en général aux États-Unis ? Et qu'est-ce que vous pensez de l'impact aussi de ces mouvements étudiants en France ? Puisque hier, je crois que vous étiez à Sciences Po et je crois que dans cette salle, il y a des jeunes qui sont membres du comité Palestine à Sciences Po Paris, ici. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Columbia ? Où en est la complicité de la direction actuelle ? Et où en est le mouvement étudiant aux États-Unis ? Est-ce qu'il a changé l'opinion publique ? 3 ou 4 questions, mais des bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé à Columbia ? Ce qui s'est passé à Columbia, pour moi, et je l'ai dit publiquement, c'était un tournant historique. Pas seulement à Columbia, il y avait les mêmes mouvements, les mêmes mouvances à City University of New York, à NYU, à toutes les universités, toutes les universités de New York et des États-Unis. Et le changement qui s'est passé
dans les universités, chez les étudiants, ça c'est pas nouveau. On a voté à Colombie il y a 8 ans, les étudiants ont voté pour un boycottage de compagnies complices, qui sont complices dans l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Il y a 8 ans. Donc ce changement chez les jeunes date de je ne sais pas combien d'années. Et ce n'était pas seulement les étudiants, c'était le fac. Après qu'on a réprimé les étudiants, après qu'on a amené la police à entrer dans l'enceinte de l'université, ce qui n'est pas passé depuis 1968. Il y avait 3 occupations entre 1968 et 2024 contre l'apartheid en Afrique du Sud, contre un truc pour le climat, et un troisième, j'oublie. On n'a pas appelé la police. On n'a pas expulsé d'étudiants. On n'a pas fait ce qu'on a fait à Columbia. Et la faculté voyait ça. Et quand la présidente a appuyé la police et les a laissés entrer, on a voté non-confiance en la présidente par un vote de 2/3 de la faculté d'arts et sciences. Donc, l'opinion publique a changé. Et à cause, en partie, de ce qu'ont fait les jeunes. Et ça se passe dans les familles maintenant. On me dit, on fait des bagarres avec nos parents, avec nos grands-parents pour les convaincre de ce qu'on voit, des atrocités à Gaza et de ce qu'on connaît. Donc ça c'est très, très important, je crois. Ce que les universités ont fait aux États-Unis, pas toutes les universités, mais Columbia et d'autres, c'est de devenir des complices du gouvernement américain, qui est allié à Israël dans ces guerres, et de ce génocide. Parce qu'il essaie de réprimer les voix pro-palestiniens en disant que ça c'est discriminatoire, que ça c'est antisémite. D'être un activiste pour la Palestine, on devient un antisémite. Mais pas la moitié, mais une grande partie des étudiants qui étaient dans l'encampment et qui ont occupé des bâtiments, un bâtiment, étaient des étudiants juifs. Des étudiants juifs eux-mêmes. Ils sont des antisémites? Non. Ils sont des gens qui ont des critiques de la politique d'un État et d'une idéologie qu'ils n'acceptent pas. Et qu'est-ce qu'il y a d'antisémitique en ça? Mais ça a été accepté comme la base d'actions disciplinaires contre des étudiants et des profs. J'ai des amis qui ont été amenés devant des instances judiciaires, qui sont des instances administratives, et dans lesquelles dire ça ou ça ou ça est impermissible. Ça, c'est discriminatoire. Ah non, non. On a aux États-Unis une constitution qui garantit la liberté de parler, freedom of speech. Et ça, c'est sacré aux États-Unis, sauf si on critique Israël. Ah non, 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 c'est pas acceptable. Donc la lutte aux États-Unis est devenue une lutte pour la liberté d'expression, pas pour la liberté de parler sur la Palestine. Et je crois que vous devez penser dans la même. Vous n'avez pas exactement la même constitution, mais vous avez les libertés. Le mot vient pas seulement de la constitution américaine, ça vient de votre révolution ici. Liberté, hein, égalité, fraternité. Donc, je crois que ce qui se passe, c'est une grande lutte pour les libertés aux États-Unis et ici aussi. Alors tout à fait, la liberté d'expression et d'opinion est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et d'ailleurs, nous avons une loi, tout le monde voit de quoi je parle apparemment, une loi qui a été retirée récemment, qui s'appelait la loi Yadan, du nom de son auteur, qui était une loi pour soi-disant lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, formes renouvelées étant bien sûr de l'antisionisme dans la bouche des auteurs et de celles et ceux qui ont défendu cette loi. Et cette loi a été heureusement retirée grâce à la mobilisation des associations, des collectifs, de 750 000 personnes qui ont signé une pétition ce qui a fait basculer plusieurs groupes parlementaires qui étaient favorables au début. Mais cet après-midi, dans 1 heure, il y aura une réunion autour
notre prétendu ministre de lutte contre les discriminations, et pour voir pour discuter de l'actualisation de cette loi sous forme de projet de loi gouvernemental. Et donc il s'agissait d'étendre le délit d'apologie du terrorisme, de créer un délit d'appel à la destruction d'un État reconnu par la France, bon, qui s'appliquerait aussi du coup à ceux qui ne veulent pas reconnaître la Palestine, et d'étendre le délit de négation de la Shoah, etc. Et donc ça, c'était une très grave atteinte à la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a sous l'administration de Trump, il y a des initiatives législatives similaires nous, ici, on appelle ça l'apologie du terrorisme, donc je ne sais pas quelle est la traduction en anglais. Mais il est clair qu'à 1 an de la présidentielle en France, ce texte va revenir, d'abord va aller au Sénat, puis à l'Assemblée, ce qui permettra à nos opposants de nous traiter d'antisémites jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. Des bonnes questions, encore une fois. Aux États-Unis, depuis le 11 septembre 2001, ils ont passé une loi qui s'appelle le Patriot Act, dans laquelle il y a une provision qui s'appelle Material Support, l'appui matériel pour le terrorisme. Donc, ça, c'est une loi chez nous depuis 25 ans. Pour ce qui s'appelle le terrorisme. Bien sûr, les gens qui ont formé la République irlandaise, ils étaient à une époque des terroristes. Ils sont devenus des hommes d'État et des femmes d'État aussi. Même chose pour la FLN en Algérie, même chose pour la ANC en Afrique du Sud. Mais pour les Palestiniens, on reste des terroristes. On laisse ça. Donc, comme loi, ça a été passé depuis longtemps. Et on l'utilise aux États-Unis pour réprimer certaines tendances politiques, pas pour des actions. Pour les actions, il y a des crimes. Il y a des lois pour ça, mais pour réprimer des expressions. En ce qui concerne l'administration Trump, ils n'ont pas passé jusqu'à maintenant des lois, mais ils ont émené des décisions administratives en ce qui concerne ce qui s'appelle International Holocaust Remembrance Alliance, l'alliance, je ne sais pas, je ne peux pas le traduire en français, définition de l'antisémitisme, qui n'a rien à faire avec l'antisémitisme. Ça a été écrit seulement pour défendre Israël contre des critiques. Tous les exemples qu'ils utilisent, 7 des 11, de 11 sont axés sur critique d'Israël. Et l'administration a demandé de Columbia et d'autres universités d'utiliser ça comme une base pour leurs actions administratives contre les étudiants et contre les facs, contre les profs. Et c'est ce qui se passe à Columbia. J'ai des collègues qui ont été entraînés devant ces tribunaux c'est quelque chose comme de la 17e en Angleterre. On s'appelait ça Court of the Star Chamber. C'est un truc administratif sans base législative que le roi a décidé. Et c'est ce que le roi Trump a décidé. On utilise cette définition et on l'impose sur les universités. Et les universités, ces lâches, ont accepté comme partie de leur capitulation à Trump. Columbia a capitulé, d'autres ont capitulé. Et même Harvard, qui n'a pas jusqu'à maintenant capitulé, elle a accepté comme base de l'action contre leurs étudiants et leurs profs. Et j'ai des collègues qui ont été entraînés devant ces tribunaux. On l'appelle Office of Institutional Equity. On déguise le fait que c'est un truc pour réprimer la liberté d'expression en parlant d'equity, égalité. On utilise ce mot-là. C'est dégueulasse. Donc, ça se passe chez nous, oui. Sans loi Yadan. Alors, nous, la France n'a pas adopté officiellement la définition de l'IHRA à l'IRA, mais la loi Yadan y faisait référence et une résolution non contraignante a été votée ici à l'Assemblée nationale en 2019. C'était la première résolution qui demandait à la France d'adopter officiellement la définition de l'IRA et qui avait été proposée par un député qui a co-signé la loi Yadan qu'on a réussi à retirer
à retirer pour le moment. J'en viens à ma dernière question avant de laisser au public la parole s'il le souhaite. On parle beaucoup, on commente en Occident la représentation des Palestiniens. Est-ce qu'il leur faut l'autorité palestinienne? Est-ce qu'il leur faudrait des nouveaux mouvements, etc. Alors que, bon, premièrement, c'est à eux de décider. Vous, en tant que Palestinien, qu'est-ce que vous en pensez? D'après vous, qui sont les personnalités politiques les mieux à même de représenter les Palestiniens aujourd'hui? Vous parlez d'une situation pénible, une situation de division politique, une situation d'incohérence stratégique chez les Palestiniens, une situation où les Palestiniens ne sont pas seulement divisés politiquement, mais ils sont divisés par les Israéliens. Il y en a à Gaza qui sont coupés de ceux de Cisjordanie, les Palestiniens citoyens d'Israël coupés des autres, etc., etc. Et il y a la diaspora. La moitié des Palestiniens n'habitent pas en Palestine. Et il faut une représentation démocratique de tous les Palestiniens pour avoir un tel... Ce qui n'est pas facile, bien sûr. Il faut changer beaucoup en Palestine, politiquement. Je parle pour une vraie représentation qui, à mon avis, n'existe pas maintenant, à ce moment-là. Et ça, c'est notre problème comme Palestiniens. Mais l'ingérence des autres a beaucoup affecté la situation en Palestine. Il y avait un gouvernement élu en 2006 qui a fait... Hamas a gagné ces élections avec moins que la majorité des votes, 44, je crois, des votes, mais avec une majorité des sièges. Ce qui se passe en Angleterre, ça se passe toujours. On n'a pas de majorité de vote, on a une grande majorité en Parlement. Et ils ont fait un gouvernement de coalition avec Fatah. Et vous, les Européens, et nous, les Américains, n'ont pas accepté. Bien sûr, c'était les Israéliens qui étaient derrière, qui poussaient, disaient non, 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 non. Mais ça ne regarde pas les Israéliens, ça regarde les Palestiniens, qui doit les représenter. Mais on a l'habitude aux États-Unis de choisir les représentants qu'on veut pour les peuples qu'on veut dominer. Et c'est ce qui s'est passé. Dommage. Ça s'est passé 2 fois. Il y avait 2 gouvernements de coalition qui ont été refusés, pas par la communauté internationale, par les États-Unis, secondés toujours par l'Europe. Mais vous devez être un peu indépendant des Américains. Hein? Ce n'est pas impossible. Mais ça, c'est autre chose. Donc, question de représentation est très importante. Mais cette représentation doit représenter tous les Palestiniens. Pas seulement, comme cette élection, les Palestiniens des territoires occupés. Mais il y a 2 millions de Palestiniens en Israël. Ce sont des Palestiniens, ce sont des citoyens d'Israël. Mais ce sont des Palestiniens. Il y a au moins 6 millions en Jordanie, dans les pays arabes et au Chili. Il y a un demi-million au Chili. Il y a des centaines de millions, un centaine de milliers aux États-Unis. Il faut les représenter tous, parce que ça concerne tous les Palestiniens, pas seulement ceux qui sont sous occupation. Que pensez-vous de Marwan Barghouti, par exemple, qui est vu ici comme le principal leader politique palestinien actuellement emprisonné et torturé par Israël? Si on voulait un représentant qui est accepté par presque toutes les factions, on forçait les Israéliens à le libérer. Apparemment, vous ne voulez pas. Ce n'est pas que je l'aime ou je ne l'aime pas, mais il est accepté. Il peut gagner une élection, pas seulement dans les territoires occupés. Je crois qu'il peut gagner une élection de tous les Palestiniens. Mais on ne le lâche pas. Il a de la chance, bien qu'il est torturé, bien qu'on le traite très, très sévèrement. Il a de la chance qu'il n'a pas été assassiné, comme des dizaines de dirigeants palestiniens, depuis Beyrouth jusqu'à maintenant. Et ça continue.
à Gaza, ça continue en Cisjordanie, ça continue à l'extérieur. Des assassinations. Et il y a un secrétaire d'État américain qui dit Israël a le droit de se défendre en tuant des dirigeants avec lesquels on négocie. Ah. Merci beaucoup, monsieur. Je crois qu'on peut l'applaudir. Je vais laisser la parole à la salle, sachant qu'on n'a pas... on a un micro. Merci. Mais sinon, vous pouvez parler fort. Allez-y. Rebonjour. Vous avez dit, en parlant du mouvement national, du sionisme, du projet sioniste en tant que mouvement national, vous avez évoqué donc, le projet de trouver un État pour les Juifs persécutés, donc ça c'était dans le passé, et les liens des Juifs avec la Palestine. Est-ce que vous pouvez développer les liens des Juifs avec la Palestine aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, parce que on pourrait parler du lien des chrétiens avec la Palestine. Par exemple, demain, le pape peut décider que demain, ça ne s'appelle plus aussi Israël ni Palestine, mais Vatican II, je ne sais pas. Quel est le lien? Donc, est-ce qu'on peut parler de lien de tous les Juifs du monde avec la Palestine? Est-ce qu'on peut préciser ça? Et la deuxième chose, vous avez dit, le problème est que maintenant, il y a deux peuples, et il faut l'admettre, là-bas en Palestine. Qu'est-ce qui constitue le peuple israélien, selon vous, en dehors du projet sioniste colonial? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là, il y a deux peuples? Voilà. Je prends plusieurs questions. Ok. Je réponds à ça. On prend... Bon, liens religieux. Il y a des liens religieux pour les Juifs, pour les chrétiens, comme vous dites, et pour les musulmans. C'est un lieu qui est sacré pour les musulmans, comme pour les chrétiens, comme pour les juifs. Donc il y a un lien religieux entre la religion juive et entre la terre sainte. Ils disent Eretz Israël, la terre d'Israël. Bon, il faut accepter ça. Ça, c'est très important. Et ça fait partie du lien du peuple israélien. Vous demandez qu'est-ce qui constitue le peuple israélien, si on ne parle pas de sionisme. Mais si le sionisme est un mouvement, comme j'ai dit, de peuplement colonial, mais en même temps c'était un mouvement national qui voulait transformer les Juifs de groupe religieux dans un groupe national et qui a réussi avec les gens qui sont là. Ils sont là parce qu'ils acceptent tout ça. Donc, ce qui lie un peuple, c'est pas le fait que vous êtes, vous les Français, vous êtes les ancêtres des Gaulois. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, ce sont des idées politiques et des liens politiques qui sont basés sûrement sur des bases historiques. Mais c'est pas le fait que le roi David ou le roi Suleiman ou le roi je ne sais pas qui a fait je sais pas quoi il y a 2000 ans. C'est le fait que Herzl a créé, et ses compatriotes ont créé un mouvement qui était minoritaire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale dans les communautés juives aux États-Unis, en Europe. C'est le Holocauste qui a changé dedans pour beaucoup de gens et qui l'a rendu mouvance majoritaire dans ces communautés. Mais moi, je ne parle pas de communauté historique comme la base du nationalisme. J'accepte cette idée de imagined communities, communautés imaginées. C'est une idée de Benedict Anderson, un grand anthropologue. Et c'est ce que Israël constitue, une communauté imaginée. Mais c'est le même pour les Palestiniens. Mon arrière-grand-père ne se voyait pas comme palestinien. Il était jérusalémite, musulman, résident de je ne sais pas quoi, sujet du sultan ottoman, etc., etc. Et l'arrière-grand-père de Netanyahou ne se pensait pas israélien. Il se pensait polonais ou je ne sais pas quoi.
Donc, ce sont des communautés imaginées qui développent et qui deviennent des nations. Vous aviez dans le sud, dans le Midi, un peuple qui ne parlait pas français, en Provence. Je ne sais pas si c'est un écrivain du XVIIe qui est venu à Aix, il disait, mais ce sont des bavards, ils ne parlent pas le français, ils parlent provençal. Mais maintenant, ils sont des Français. Donc, c'est ce qui s'est passé avec les Israéliens, c'est ce qui s'est passé avec les Américains. C'était des colonistes anglais au commencement. Ils sont devenus des Américains. Après le nettoyage ethnique et le génocide des peuples autochtones, bien sûr, et ce qu'a fait les Israéliens, les sionistes aux Palestiniens, c'est impossible de nier. Mais il y a un peuple américain, il y a un peuple australien. Il faut l'accepter. Ça a été fait aux États-Unis dans un bon méthode. Non, c'était pas bon. On les appelle maintenant, ce qui s'est passé là-bas, des crimes contre l'humanité. Mais il y a un peuple américain, on ne peut pas le nier. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais vous poser une question. Est-ce que dans les cercles palestiniens, est-ce qu'on parle de demander, d'exiger, de mener une action légale contre l'Angleterre, contre les Britanniques, pour demander des réparations contre cette violation historique, en commençant par Balfour, qui était un antisémite notoire, il faut le rappeler. Mais 1936, comme vous l'avez évoqué, la Nakba, la dépossession de plus de 750 000 Palestiniens, etc., etc. Et comme l'écrivait un très jeune John Kennedy à son père, Palestine was hardly Britain's to give away. Voilà, j'aimerais bien connaître votre réaction sur ça. Merci. Oui, Kennedy, son père était l'ambassadeur américain à Londres et il a envoyé, je crois, son fils, qui était très intelligent, en Palestine pour faire une enquête. Et il est revenu avec les observations entre celui que tu as cité, vous avez cité. Et il voyait ça. Il voyait, ils étaient irlandais, hein, donc ils voyaient les crimes des Anglais sans problème. J'ai fait une conférence une fois dans l'université de Notre-Dame en Indiana, aux États-Unis. C'est une conférence sur l'Inde, la Palestine et l'Irlande, l'Inde et la Palestine. Et j'ai parlé de ce qu'a fait Balfour en Palestine. Et je ne connaissais pas à ce moment-là qu'il avait une histoire en Irlande. Et après, l'assistante était très enthousiaste. Je suis allé chez le prof qui m'a invité. J'ai dit, je ne savais pas que les gens qui faisaient les études irlandais se concernaient avec la Palestine. Il m'a dit, c'est pas la Palestine, c'est Bloody Balfour. Ce qu'il a fait chez nous, il a commencé à m'enseigner sur ce qui s'est passé avec Balfour. Oui, il y a des efforts légaux en Angleterre. Mené par un Palestinien, Mounib El-Masri, avec des excellents avocats pour faire reconnaître l'Angleterre à ses crimes en Palestine. Oui, il y a des tels efforts. Et il faut beaucoup de changements de ce genre-là. Il faut que les Américains acceptent leur responsabilité. Il faut que l'Europe accepte sa responsabilité. Mais surtout, il faut que les Anglais, que l'Angleterre accepte sa responsabilité. Et il faut changer beaucoup. Il y a un peuple israélien, mais il existe dans un régime suprémaciste inacceptable. Il faut une décolonisation de ce pays-là pour avoir de la justice. Et il faut que la loi internationale soit appliquée. Et il faut que ces crimes soient reconnus. Ce qui est difficile dans des situations coloniales. Et il y a peu de pays qui avaient des colonies qui ont totalement accepté leurs responsabilités. Je ne parle pas de pays spécifiques. Merci, monsieur. Je vous remercie pour votre livre. J'ai beaucoup apprécié la façon dont vous avez séquencé historiquement les différentes parties et qui imposent des lectures particulière. Mais ce n'est pas ça la question, ça c'était une petite remarque. Vous avez la dent très dure pour
le mouvement palestinien d'une certaine façon, au sens que vous mettez à chaque fois le doigt sur des erreurs d'analyse, des erreurs de stratégie, des erreurs de tactique, et on dirait même, alors, dans la situation qu'ils vivent, bien évidemment, qu'à chaque fois, il y a une difficulté à voir le réel politique de rapport de force tel qu'il est. Alors la question que je voulais vous poser, je trouve que c'est très bien de votre part d'avoir mis ça en avant. En même temps, c'est un peu triste, hein, d'une certaine façon. Quelle serait la solution? Alors, vous l'avez un peu abordé avec la question de l'organisation, qui permettrait d'avoir une analyse plus fine du rapport de force et donc forcément des actions différentes. Vous avez cité tout à l'heure Maxime Rodinson. C'est vrai que Maxime Rodinson, à un moment donné, avait beaucoup discuté avec l'OLP en disant le modèle du FNL, c'est fini. Mais le modèle qui a été adopté, le modèle diplomatique, il est dans une impasse complète. Donc si on n'a pas le modèle du combat, qu'on n'a plus maintenant, on n'a pas le modèle diplomatique, qu'est-ce qui reste? Ça, c'est pas une question facile, hein? Et moi, je suis historien, je ne suis pas prognosticateur ni politique. Je vais essayer de répondre. Mais il faut dire que oui, j'étais dur dans mon analyse de ce que j'appelle les erreurs de dirigeants palestiniens dans différentes époques, dans les années 20 et 30 et dans les années 80, 90 et jusqu'à maintenant. Je crois que j'étais un petit peu dur dans ma critique des dirigeants des années 20 et 30. Il y avait un défi presque impossible devant eux. Il y avait une communauté internationale, Ligue des Nations, il y avait l'Angleterre, le plus grand empire de l'époque, et il y avait un mouvement sioniste qui a été fort et qui est devenu beaucoup plus fort avec l'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933. Il devait accepter le papier blanche de 1939, mais ça n'aurait changé rien, parce qu'avec le Shoah, tout a changé, à l'Europe, aux États-Unis, dans le monde. Donc j'étais un peu sévère. Mais en ce qui concerne l'OLP, je crois que je n'étais pas assez sévère. Pas dans ce qu'ils ont fait dans les années 50, 60, 70, même 80, mais ce qu'ils ont fait à Oslo. Moi, je voyais exactement, nous qui étions à Washington avec la délégation palestinienne, on voyait exactement ce que les Israéliens voulaient. Excusez-moi. On voyait exactement ce que les Américains et les Israéliens voulaient. Et on ne l'a pas accepté. On ne pouvait pas l'accepter. On savait que ça n'allait pas aboutir à un État palestinien. Ça n'allait pas aboutir à la fin de la colonisation. Ça n'allait pas aboutir même aux fins de l'occupation militaire. Ce qu'ils voulaient, les Israéliens, et ce qu'acceptaient les Américains, c'était l'autonomie, sous un parasol israélien. Donc, ils ne devaient pas accepter. Et je n'étais pas suffisamment critique. Vous demandez quoi faire maintenant. Moi je n'ai pas la réponse. Mais vous avez abordé le rapport de force. Il faut changer le rapport de force. Comment faire ça? Ça, c'est pas facile. Mais il y a quelque chose que ne font pas les Palestiniens maintenant et qu'ils n'ont pas fait dans les années 20 et 30 et qu'ils ont fait pas mal durant l'époque de l'OLP. C'est de faire la diplomatie publique, d'expliquer au monde exactement ce qu'on veut et comment on peut arriver à ça. Ils essayaient de le faire avec la solution d'un État démocratique pour tout le monde, et après avec l'idée de deux États. Je ne dis pas que ça c'était bon et ça c'était mal, ce n'est pas ça la question. Au moins, il y avait une stratégie claire qu'ils ont expliqué pas mal au monde, où ils ont essayé. Personne ne sait maintenant. Il y a quelqu'un dans cette salle qui sait qu'est-ce que veut Hamas? Non. Vous ne pouvez pas, parce que ce n'est pas clair ce qu'ils veulent.
Ils ont changé leur charte, oui, c'est ça, c'est le mot, en 2017. Ils parlent de 2 États et au même moment, ils parlent de libération de toute la Palestine entre Où ça? Même eux, ils ne disent ce qu'ils veulent. Donc, l'autorité qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas d'appui, qui n'a pas de légitimité, qui a eu les dernières élections il y a 20 ans, en 2006, ne peut pas aller avec autorité. Donc, on n'a pas de voix qui a de l'autorité, qui a de légitimité. Il faut ça pour expliquer exactement ce que veulent les Palestiniens et il faut décider exactement ce qu'on veut. Tout ça, c'est pas facile. Ça, c'est nécessaire. Et il faut, avec ça, changer la balance, le rapport des forces. Ce qui a commencé à se passer un petit peu durant l'époque où l'OLP était à l'apex. Et depuis Oslo, on est dans une chute qui n'a pas de fond jusqu'à maintenant. Alors, pour votre information, je repère un peu les personnes qui lèvent la main et j'essaie de faire une parole alternée femmes-hommes. Mais voilà, donc je vous ai en tête si je vous ai fait signe. Oui, bonjour et merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Je voudrais savoir quelle est pour vous la responsabilité des Arabes dans tout ça? On n'en a pas parlé. Deuxièmement, je voudrais savoir en réponse, enfin en lien avec ce qui se passe aujourd'hui et avec cette guerre sur l'Iran, comment vous voyez cette alliance Hamas, Hezbollah, Iran et cette soi-disant alliance avec les Palestiniens? Qu'est-ce que ça apporte pour le mouvement palestinien de libération palestinien? Monsieur. Merci pour votre conférence. Quand Madame Catala vous a demandé comment vous voyez les quelques 10, 20 années qui viennent, vous avez surtout répondu par l'évolution de ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez aussi mentionné au passage, pas au passage, mais autrement, les 800 000 colons qu'il n'est pas question de déplacer. Donc, si on devait vous demander d'ici 20 ans comment vous voyez la situation en Israël-Palestine, comment l'espérez-vous en tout cas? Je vais répondre à cette question et puis aux questions de Madame derrière. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que je vois en 20 ans. Je peux dire qu'est-ce que je espère en 20 ans. J'espère en 20 ans, je vais parler des Arabes après, parce que j'espère quelque chose pour les Arabes aussi. J'espère que l'opinion publique aux États-Unis et en Europe va forcer des changements de base dans la politique des pays européens et des États-Unis. Et ça va changer sans doute l'opinion publique en Israël. Il y a des exemples quand Bush, père et Baker ont forcé Shamir à venir à Madrid contre son gré et ils ont forcé les Israéliens à faire autre chose. Ça a changé l'opinion publique israélienne. Et on a élu Rabin en 92. Quand les Américains font des pressions sur Israël ou n'acceptent pas ce que veulent les Israéliens, ça change la situation, ça change la donne. C'est presque mécanique. Et ils savent, les Israéliens, comment ils dépendent des États-Unis. Maintenant, Netanyahou parle de Sparta, maintenant on est hégémonique. Ça, c'est du palais. Les Israéliens ne sont pas stupides. Ils comprennent qu'ils dépendent presque totalement des États-Unis. Changement aux États-Unis, en fin de compte, changement de politique. Jusqu'à maintenant, c'est un changement d'opinion publique. Opinion publique seule ne fait rien. Il faut changement politique, bien sûr.
Donc, j'espère que ça va changer. J'espère que ça va aboutir à une réalisation des Israéliens, qu'ils ne veulent pas être des soldats spartiens et que leurs petits-enfants et les enfants de leurs petits-enfants ne doivent pas lutter contre les Arabes jusqu'au Nil, jusqu'au je ne sais pas où. Ils ont occupé encore des territoires en Syrie, encore des territoires au Liban. S'ils restent là, ça ne va pas finir. Les arrière-petits-enfants, on dit ça, vont lutter, je ne sais pas où, à Tripoli, à Latakia. Non, peut-être il y aura une réalisation qu'il y a un dicton israélien. Si la force ne suffit pas, on compte la force. Non, ça, ce n'est pas de la politique. Ça, c'est de la folie. Et c'est ça c'est une logique coloniale. Et j'espère que les Israéliens vont, en fin de compte, réaliser ça. Je vais parler des Arabes parce que c'est la dernière chose que... Et j'espère que les Palestiniens vont être libérés, bien sûr, à cause de tous ces changements. Comment et dans quelle situation, ça, c'est... Configuration, je ne sais pas. Les Arabes. Il ne faut pas dire les Arabes. Les régimes antidémocratiques, autocrates, militaires, monarchiques, qui ne représentent que leur portefeuille. Il n'y a pas d'Arabes dans ces régimes. Il y a des dirigeants non représentatifs, non démocratiques, qui ne représentent que leurs intérêts familiaux et personnels. On ne parle pas. Non, je ne vous critique pas. Je sais que vous parlez des gouvernements. Excusez-moi? Oui, je sais. On peut rentrer aux années 30 et 40 et 50 et jusqu'à maintenant. Et il n'y avait pas de sondage dans les années 30. Il y avait des centaines de Syriens et de Libanais et d'Égyptiens qui sont venus à Palestine lutter avec les Palestiniens. Ça, c'était l'opinion publique. Même chose en 48. Il y a des sondages maintenant. 80%, 90% des populations de tous les pays arabes où on a fait des sondages appuient la Palestine et considèrent qu'Israël constitue un défi. Donc, est-ce que les gouvernements arabes représentent ces sentiments? Bien sûr, non. Il y en a qui sont presque... ils ne sont pas des alliés d'Israël. Ils sont des satrapies d'Israël. Les pays qui ont fait la paix avec Israël, les pays qui ont des relations militaires, sécuritaires avec Israël. Bon, ce sont des régimes qui sont contre leur peuple en tout ce qui concerne leur vie politique et économique, mais aussi en ce qui concerne la Palestine. Donc, il y a une grande responsabilité de ces régimes. Bien sûr, ils sont beaucoup plus concernés avec leur survie comme régime, avec leurs relations avec les États-Unis et avec leur peur d'Israël. Ils ont peur d'Israël, en même temps que parfois ils ont des relations où ils sont même alliés. Les Émirats sont alliés d'Israël. Les Israéliens ont envoyé des missiles antimissiles dans les Émirats durant la dernière guerre américano-israélienne contre l'Iran. Bon, ça c'est la première question. La seconde question, c'est sur la guerre sur l'Iran et l'alliance Hamas-Iran-Hezbollah. Tous les trois partis avaient des différents intérêts et des différentes expectations. Attentes de cette alliance. Pour l'Iran, c'était pour défendre le régime et pour se défendre contre les Américains et pour épandre leur influence dans la région. Ils ne faisaient pas ça ni pour des raisons religieuses, ni pour des raisons, je crois, idéologiques. C'était raison d'État. Pour le Hezbollah, il y avait des connexions... Merci. Pour le Hezbollah, il y avait des raisons, je peux dire... j'ai dit religieux mais il y avait aussi l'idée que ça va défendre le Liban. Pour le Hamas, c'était différent. Pour eux, ils voulaient, moi je crois, entraîner leurs alliés dans une guerre qui aurait bénéficié les Palestiniens.
Et ils ne pensaient pas à leurs alliés, ni aux intérêts de leurs alliés, quand ils ont déclenché la guerre de 7 octobre. Ils n'ont pas informé les Iraniens, ils n'ont pas informé Hezbollah. Ils n'ont pas compris que l'armement de Hezbollah, c'est un armement, on dit, de dissuasion, deterrence. C'était là pour prévenir Israël d'attaquer et l'Iran et le Liban. Ce n'était pas là pour une guerre d'attrition. Usure. C'était pas là pour une guerre d'usure. Et ils ont été entraînés dans une guerre d'usure qu'ils ont perdue. Et le Liban a perdu. Et c'est à cause du fait que les dirigeants de Hamas ne pensaient pas ni aux intérêts libanais ni aux intérêts iraniens. Ils pensaient à leurs intérêts comme organisation et des intérêts comme ils les voyaient de la Palestine. Donc, je ne crois pas que c'est une alliance qui a beaucoup bénéficié les Palestiniens, mais il faut dire que, je ne sais pas que c'était dans la pensée de Yahya Sinwar, son frère, et Mohamed Deif, mais ils ont vraiment entraîné les Américains et les Israéliens dans un bourbier, ils les ont attrapés dans une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner, ni contre l'Iran, ni contre les alliés d'Iran. On n'a pas éliminé Hamas après 2 ans et demi de guerre de génocide, guerre génocidale d'usure. On n'a pas éliminé Hezbollah. On n'a pas éliminé l'Iran. Donc, les Américains et les Israéliens sont dans une situation pénible. C'est vrai. Qui a payé le prix? Les Palestiniens, surtout de Gaza, les Libanais, surtout du Sud, et le peuple iranien. C'est un prix énorme. Ça va les coûter pour des générations. Il y a des traumatisés, il y a des amputés, il y a des personnes qui ne vont pas trouver leur maison, leur village, qui ont été détruites totalement. Je ne dis pas que ça vaut la peine, que ça vaut ce prix-là, mais il faut dire que c'est ce qui s'est passé. Ils ont entraîné leurs alliés dans des guerres que eux, les alliés, ont perdues, mais les Américains et les Israéliens ont perdu aussi. Il y a les guerres où tout le monde perd. Bonjour, professeur Khalili. Je voulais vous poser une question sur Je voulais vous demander si vous pensez que vous-même et l'ensemble des personnes qui s'intéressent et qui suivent cette question ont pris la mesure politique du génocide. Vous avez dit, par exemple, notamment que le Hamas ne sait pas vraiment ce qu'il veut, ne dit pas ce qu'il veut. Mais est-ce que quelqu'un peut savoir ce qu'il veut dans une situation comme celle-là, une situation de génocide? Génocide, ce n'est pas seulement un drame humanitaire, c'est un fait politique et historique d'une ampleur que l'imagination a du mal à concevoir et que la pensée, que la réflexion aussi a du mal à rationaliser et dont on a du mal à faire quelque chose sur le plan politique. Et notamment quand vous dites il y a un peuple israélien. Admettons qu'il y ait un peuple israélien. Est-ce qu'on peut trouver une solution en disant simplement il y a un peuple israélien, il y a un peuple palestinien, et il faudra qu'ils vivent ensemble dans un même État parce qu'on ne peut plus faire la solution à 2 États n'est plus viable. Mais est-ce qu'on peut se contenter, est-ce qu'on peut s'arrêter à cette solution, à cette recette qui consiste à dire à un peuple de coexister avec un autre peuple qui a commis sur lui un génocide? C'est ce qu'on est en train de faire dans d'autres pays, il n'est pas seulement en Palestine, mais en Palestine. Nous avons vu le génocide de nos propres yeux, donc nous mesurons davantage le caractère extraordinaire de cette préconisation. On l'a vu au Rwanda, on ne sait pas très bien ce qui se passe au Rwanda, mais on oblige des gens à vivre côte à côte avec ceux qui ont tué leur famille, par exemple. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous-même, vous avez le sentiment d'avoir fait le tour de cette question sur le plan politique pour pouvoir proposer des solutions ou même les envisager? Et deuxièmement, j'ai aussi une question sur la notion de guerre. Vous avez choisi pour titre de votre livre une guerre, 100 ans de guerre en Palestine. Non, contre la Palestine. Contre la Palestine. Contre la Palestine, d'accord.
Mais ça ne change pas trop ma question parce que je vois que dans vos dernières paroles avant ma question, vous avez commencé à hésiter un peu entre génocide et guerre. Est-ce que génocide et guerre, ça peut être... J'ai dit guerre génocidaire. C'est conciliable. Guerre génocidaire, c'est aussi... Est-ce que c'est pas contradictoire? Puisqu'un génocide, ça veut dire l'élimination d'un peuple qui n'a pas de quoi se défendre. Et c'est bien ce que nous voyons sous nos yeux. Et ce que nous avons vu au Rwanda aussi. Un peuple qui est sans armes face à une armée. Et dans le mouvement de soutien à la Palestine, on est toujours confronté à cette notion de conflit israélo-palestinien et on est toujours amené à dire non, ce n'est pas un conflit entre deux armées, ce n'est pas un conflit entre deux États, c'est un génocide d'un État contre un peuple qui n'a pas d'armée. Je dois répondre à ça avant de continuer. Bon, 2 ou 3 choses. Premièrement, si vous n'acceptez pas qu'il y a 2 peuples et qu'il faut enfin trouver un moyen pour eux de coexister, je ne sais pas comment, c'est quoi le choix? Élimination d'un peuple qui a commis un génocide? Je ne vois pas dans votre question une solution. Moi, je n'ai pas une solution facile. C'est vrai. Les traumas qui ont été infligés aux Palestiniens vont prendre des années à se guérir. Et c'est possible qu'ils ne vont pas se guérir. Il se peut que les gens qui ont souffert comme ça pour toute leur vie, et je parle d'enfants, pas seulement les grands, doivent exister avec ces mémoires et ce trauma. Mais c'est quoi le choix? On a quel choix? On va éliminer les Israéliens? C'est un... Non, je sais. Oui. Les Allemands et les Français sont battus. Je sais que ce n'était pas un génocide. Je sais. C'était des guerres conventionnelles. Mais on avait des guerres et des guerres et des guerres. Et enfin, on a fait la paix. Il n'y a pas beaucoup de situations comme ça. On peut parler du peuple arménien. Mais dans la situation de l'Arménie, jusqu'à maintenant, la République turque n'a pas accepté qu'il y avait un génocide. Quand je parle de coexistence, je ne parle pas de coexistence avec un État suprémaciste, raciste, apartheid. Je parle de décolonisation, démantèlement des structures d'oppression qui ont été érigées pour chasser les Palestiniens par nettoyage ethnique et maintenant par génocide, et de trouver des moyens pour avoir d'égalité et justice. Comment? Je ne sais pas. Je ne suis pas un prognosticateur, mais je peux vous dire que si on ne trouve pas un tel moyen, cette guerre, c'est une guerre, c'est vrai. D'un côté, il y a une armée, et de l'autre côté, il y a un peuple qui est presque, il est armé, mais pas au même niveau, bien sûr. Mais il faut trouver un moyen. Je ne vois pas d'autre choix. Et moi, je refuse d'utiliser, comme vous avez constaté, ce terme de conflit est là pour obfusquer. Je ne l'utilise pas. Ce n'est pas un conflit. C'est une guerre menée avec tous les moyens de guerre, même les moyens génocidaires de nettoyage ethnique, 1948, et de ce qui s'est passé à Gaza. Tuer la population, essayer de tuer pour faire fuir les autres. Donc, c'est une bonne question ce que vous avez posée. Comment vivre avec des tels traumas, avec une telle histoire entre les 2 peuples? Mais il faut le faire. Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses dans cette conférence, mais je voudrais sortir avec des idées sur comment agir sur la situation. Et là où j'ai vu une possibilité d'action, c'est en ce qui concerne la division politique, qui n'est pas une diversité politique, mais une division politique qui est liée à ce que vous avez appelé l'incohérence stratégique. Et étant donné la situation d'un point de vue objectif que vous avez expliqué, le
le projet viable qui pourrait constituer un imaginaire, c'est le projet d'un État démocratique. Mais je voudrais, ce n'est pas critiquer, mais dire que là, on pourrait parler de deux sociétés. On parle du peuple palestinien parce que c'est un peuple qui est menacé d'effacement. Et il y a une société israélienne parce que cette société n'a pas seulement été créée par l'imaginaire, mais aussi par l'acte politique, par le fait que l'apartheid ait lieu, et donc les gens se comportent en se basant sur cette politique qu'ils subissent. Donc je dis ça pour dire que le projet, c'est un État démocratique. Ça veut rien dire pour moi, français, de dire binational, parce que un État démocratique ne va pas différencier ces gens par leur ethnie et donc un État démocratique, tout simplement, où tous les gens sont égaux. Et une dernière question à Madame Catala, parce que vous nous avez dit qu'ils reviennent à la charge par une loi gouvernementale. Cette fois-ci, est-ce que c'est quelque chose qui est différent de la nature de la loi Yadan, et est-ce que ça veut dire que son passage au Parlement sera de nature différente? Merci. Oui, la loi Yadan, c'était une proposition de loi, donc une initiative parlementaire, alors que la loi Berger sera un projet de loi du gouvernement. Ça a différentes conséquences procédurales. Un projet de loi du gouvernement, il y a une étude d'impact, il y a un avis du Conseil d'État qui est automatique et qui n'est pas à la demande député quand c'est accepté. Pour Madame Yadan, ça avait été accepté. Et le gouvernement a d'autant plus de latitude pour l'inscrire à l'ordre du jour. Et il peut surtout demander de l'inscrire à l'ordre du jour en premier au Sénat. Et donc le fait de l'inscrire d'abord au Sénat permet, quand le texte arrive à l'Assemblée nationale, de faire, par exemple, mieux vaut être complotiste maintenant avec eux, ce qu'ils ont fait sur la loi Duplon, c'est-à-dire voter pour une motion de rejet dès le début, pour ceux qui avaient suivi, dès le début de l'examen, ce qui permet que le texte soit tout de suite envoyé en commission mixte paritaire, que 7 députés et 7 sénateurs à majorité macronistes, droite, extrême droite, fassent leur cuisine à huis clos et pondent un texte sur lequel ils sont d'accord, et embrayer sur une lecture définitive juste après, ce qui réduit considérablement la durée d'examen et de débat, puisque quand vous adoptez une motion de rejet dès le début d'un texte, comme ça a pu être le cas pour la loi Duplon et pour la loi sur le 1er mai récemment qui finalement a été enterrée, eh bien, il n'y a aucun débat au Parlement, pour le côté Assemblée nationale, aucun amendement discuté. Et eux font ça au prétexte de contourner notre obstruction, etc. Mais ça permet le fait que ce soit un projet de loi, c'est d'autant plus facile pour le gouvernement qui met tout de suite la procédure accélérée, qui peut l'inscrire dans ses semaines, et le gouvernement a davantage de semaines où c'est lui qui gère l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Et bien sûr, il a toute l'administration qui l'aide, l'administration des ministères, ce qui permet que dès le début, le texte soit mieux rédigé. Alors que la loi Yadan, la version 1, était clairement rédigée avec les pieds, et elle a été ensuite corrigée par des amendements qui reprenaient l'avis du Conseil d'État. Voilà. Et on sait que, dans la presse de ce matin, que leur volonté, c'est de juste modifier l'apologie du terrorisme, de mettre l'inéligibilité des élus qui seraient condamnés pour racisme, antisémitisme, mais on n'a pas du tout les contours. Et on se doute que le texte n'ayant aucun volet budgétaire, il n'y aura strictement rien pour ce qui reprendrait les mesures réelles qui permettent de lutter contre toutes les formes de racisme. Déjà, isoler le racisme antisémite des autres formes de racisme est une erreur dans la lutte antiraciste, mais les recommandations de la Défenseure des droits, de la CNCDH, c'est que les policiers soient mieux formés sur le recueil de plaintes. On l'a vu, là, vous avez vu avec l'affaire de ces enfants qui ont été poursuivis par un homme qui criait à mort les Arabes, etc. Il a été révélé par Mediapart hier soir que dans la plainte, tout ce qui avait pu être déclaré par le père, notamment ces insultes racistes, ça n'a pas été noté par les policiers. C'est pour ça que le procureur, au début, n'a pas retenu, dans l'ouverture de l'enquête, le mobile raciste.
Donc, il faudrait que les magistrats soient mieux formés pour qu'il y ait moins de classements sans suite, etc., etc. Et donc, toutes les mesures pour lutter concrètement contre le racisme, on les connaît. Mais lorsqu'il y a des budgets, elles ne sont jamais inscrites par le gouvernement. Et lorsqu'on les propose, eh bien, nos amendements sont soit balayés par le débat, soit balayés par le 49.3. Donc, je pense que cette loi, malheureusement, ne servira à rien pour lutter contre le racisme. Bon, je vais répondre aux dernières questions. Comme vous avez dit, Avi Shlaim et d'autres se considèrent ce qu'on appelle en anglais Arab Jews, des juifs arabes. Et c'était vrai de beaucoup de la population, surtout de l'Irak. La population juive d'Irak et beaucoup de la population juive de l'Égypte et d'autres pays arabes étaient arabophones, en même temps qu'ils parlaient d'autres langues, entre l'hébreu comme langue religieuse, pas comme langue parlée, et parfois d'autres langues. Et c'est une illustration du fait que l'identité est très flexible. Moi, je suis américano-palestinien. Ma mère était libanaise. Je ne sais pas. Est-ce que je suis américano-palestino-libanais? Je ne sais pas. Mais je suis américain et je suis palestinien. Et Avi, qui est un grand ami à moi, il est arabe et il est juif. Et il est anglais aussi, britannique, citoyen de l'Angleterre depuis des dizaines d'années. Et ça, c'est normal. C'est quelque chose qu'il faut constater, c'est que les populations parfois restent les mêmes et ils changent de religion. C'est probable que durant la période d'il y a 2000 ans, la plupart de la population qui est maintenant Palestine, Israël, comme vous voulez l'appeler, étaient des pagans, des païens, des gens sans religion révélée, ni juifs, ni chrétiens. C'est probable que jusqu'à peut-être l'an 800, la plupart de la population de Palestine étaient des chrétiens, jusqu'aux guerres des croisades, à peu près. Avant, un peu, on a commencé à s'islamiser. La plupart de la population n'étaient des musulmans. On est devenus musulmans pour la plupart. Des gens qui étaient des païens et peut-être des juifs sont devenus pour la plupart, pas tous, des chrétiens. Ils sont devenus pour la plupart, mais pas tous, des musulmans. Et ces conversions, ça se passe partout, tout le temps. Donc, quand on dit non, les Palestiniens ne sont pas indigènes, oui, c'est probable que la plupart des Palestiniens sont indigènes, et c'est probable que dans une région où il y a beaucoup de mouvements, qu'il y en a qui sont originaires d'Azerbaïdjan, qui sont originaires de l'Afrique du Nord. J'ai des amis qui s'appellent Maghrebi, Fouad al-Maghrebi. Ça veut dire qu'il vient du Maghreb. C'est arrière-grands-parents, je ne sais pas. Donc, il y a aussi des pays d'immigration. Les États-Unis, il n'y a pas un peuple autochtone, sauf les Indiens, aux États-Unis, ni au Canada. Et maintenant, il y a un peuple canadien, composé d'autochtones, pour la petite minorité, et des gens qui étaient des immigrés, ou des colons. À vrai dire, ils étaient des colons. Et maintenant, on ne les appelle pas des colons. Les gens qui immigrent aux États-Unis, ceux qui sont permis d'émigrer aux États-Unis, ces gens-là, ils sont très peu. Et au Canada, on ne les appelle pas des colons. Mais c'est un fait colonial. C'est une colonie de peuplement imposée au peuple indigène. Et c'est ce qui est devenu, c'est ce qui s'est passé en Israël. C'est une population de partout d'origine. Il y avait des gens qui étaient là, des juifs qui étaient là depuis des siècles.
Mais pour la plupart, les Israéliens sont des descendants des gens qui sont émigrés ou de l'Europe, ou qui ont été chassés de l'Europe, ou émigrés de l'Europe, ou chassés ou émigrés des pays arabes, pour la plupart. Les Indiens, je ne sais pas. Ça, c'est... Oui, j'ai vu le... Mais qu'est-ce que je peux dire? Il y a un grand manque de travailleurs en Israël, hein? Donc peut-être... j'ai pas très bien compris vos questions, il faut dire. En ce qui concerne un État démocratique, moi, j'étais partisan de l'État démocratique, même après que l'OLP a décidé sur la solution de 2 États. Moi, j'étais pas avec pour des années et des années. En fin de compte, tout ça a changé. Et les gens qui étaient contre ont accepté, même les plus militants ont accepté. Bon, on essaie ça. On a essayé ça. Ça n'a pas abouti. Il faut penser à quelque chose d'autre. Revenir à l'État démocratique, ça c'est une idée. Il y a d'autres idées. Canton, État binational. Moi, je ne sais pas. Justice, égalité et 2 peuples. Et finir avec les structures coloniales. C'est pas suffisamment... ça ne suffit pas de dire « Oh, il faut vivre en paix ». Non, il y a des structures qui doivent être démantelées. Sans ça, ça ne marche pas. Il y a une suprématie qui est ancrée dans les lois, qui est ancrée dans les structures de gouvernance, qui doivent être totalement décomposées. C'est ce qui s'est passé dans le Sud américain avec le passage des lois civil rights, de droits civils. On a démantelé les structures de ségrégation. Et sans ça, on ne pouvait pas vivre ensemble. Ça ne passe pas tellement bien, mais c'est beaucoup mieux qu'avant, qu'on avait des structures. Vous utilisez cette toilette, vous utilisez cette toilette. Les Noirs ici, les Blancs, non. Donc, des structures de discrimination et de suprématie doivent être démantelées pour vivre ensemble. Sans ça, on ne peut pas vivre ensemble. Et ça ne veut pas dire vivre ensemble. Ça veut dire vivre sur et sous, ce qui est imposable. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ralidi. Pour celles et ceux qui auraient d'autres questions, Monsieur Ralidi sera ce soir au CAREP. C'est le centre de recherche arabe à Paris. C'est à quelle heure 18h30. À 18h30. Et demain, vous avez d'autres événements aussi À l'Institut du monde arabe. Et demain, il sera à l'Institut du monde arabe. Merci beaucoup.